Alors, est-ce que vous avez vu ces images? Ce sont des graphes qui ont été faits dans les grandes surfaces pour appeler à la fameuse mobilisation de ce samedi 14 octobre. Il y en a qui appellent donc à cibler les supermarchés et à reprendre ce qu'ils nous ont volé. Évidemment, je vous mets tous les liens en description, notamment des groupes Facebook de la flambée des colères, pour savoir où est-ce qu'il y a un rendez-vous près de chez vous. Amis réfractaires, bonjour à tous et bienvenue donc dans ce retour de la quotidienne. On est lundi, donc on va reprendre notre semaine, on va parler d'actualité nationale et internationale. Alors durant toute la semaine, on va parler du conflit israélo-palestinien qui a pris une toute autre dimension il y a 2 jours. Donc on va voir rapidement aujourd'hui ce qui s'est passé et on va détailler ces prochains jours. Et sur la chaîne du Canard Réfractaire, nous ferons une vidéo mercredi à ce sujet. Ce qui s'est passé, c'est que la branche armée du Hamas a quitté la bande de Gaza sous blocus samedi dernier. Ils sont allés dans les villes frontalières, capturés et abattus des militaires et des civils. Ils occupent des postes militaires. Ils ont aussi envoyé des missiles qui ont été envoyés depuis Gaza sur tout le territoire occupé par Israël. Et des membres du Hamas en parapente ont tiré notamment sur des civils avec ces images assez terrifiantes d'une rave party qui a beaucoup circulé dans les médias. En réaction, l'État israélien a déclaré la guerre au Hamas et à Gaza. Les bombardements se sont multipliés partout dans ce petit territoire de 365 km² occupé par 2 millions d'habitants. Des mosquées ont été visées, des bâtiments de médias internationaux et aussi des habitations. En tout, 500 frappes ont eu lieu hier soir. À l'heure où j'écris ces lignes, des chars sont avancés jusqu'aux frontières de Gaza pour se préparer à un affrontement encore plus violent. Le ministre de la guerre israélien a annoncé qu'un blocus total de la bande de Gaza était en place. Les Palestiniens ont donc perdu leur accès à l'eau, à la nourriture et à l'électricité car, je cite le ministre, « Nous combattons des animaux humains et nous agissons en conséquence ». Voilà, le fascisme appliqué dans des conflits, ça donne toujours des très belles choses. La suite de l'histoire, elle est assez prévisible. Il va y avoir d'autres attaques, beaucoup d'autres morts et pas de résolution du conflit. Et on a beaucoup traîné sur les réseaux Telegram pour vous préparer un petit peu notre analyse qui va sortir prochainement. Et on va pas vous publier les vidéos là parce qu'on va pas vous imposer ça et en plus c'est YouTube, mais c'est moche. C'est vraiment très moche ce qui est en train de se passer, aussi moche que peuvent l'être des guerres mondiales et urbaines. Et si l'analyse est complexe, les responsables, eux, sont faciles à pointer du doigt. C'est ceux qui ont été au pouvoir ces dernières décennies partout dans le monde et qui ont laissé en toute impunité une situation de colonisation fasciste se mettre en place qui aujourd'hui explose à la fois sur le peuple israélien et sur le peuple palestinien. Et ce qu'il faut bien comprendre et ce qu'on va détailler prochainement, c'est les enjeux qu'il y a derrière cette guerre-là. Ces enjeux de relations internationales entre Israël, l'Iran, l'Arabie Saoudite et les États-Unis, le fait que Israël soutient directement et indirectement le Hamas, les intérêts du pouvoir israélien à cette guerre-là pour faire taire une contestation populaire inédite et le sort évidemment de la population palestinienne maintenue dans un blocus immonde et dans l'humiliation permanente pendant des décennies. Ce qui s'est passé en Ukraine n'était donc pas un coup du sort, la guerre est bel et bien de retour et ça va être notre futur si on n'arrive pas à s'organiser contre ça. D'où l'enjeu de bien comprendre d'où viennent les guerres pour essayer à l'avenir de les empêcher. Mais ça, ce sera pour les prochaines vidéos, t'as bien compris. En attendant, on va parler d'autres actualités, notamment de l'actualité française, plus précisément de la corruption et ça à tous les niveaux de l'État. On commence à Tours où on apprend qu'une ancienne directrice du Crous a fait bénéficier de logements étudiants à bas coût à ses 2 enfants. Pourtant, elle est aujourd'hui directrice générale de la DSDEN d'Indre-et-Loire et son mari est professeur en classe préparatoire dans un lycée réputé. Il n'y a donc aucune raison pour que ces enfants puissent bénéficier d'un logement qui est normalement fléché pour les étudiants précaires, d'autant que ces enfants étudient dans la même ville où elles résident, donc il y a vraiment, voilà, il n'y a aucune raison que ça arrive quoi. Cette attribution pose d'autant plus question que les logements se font rares à Tours, il n'est plus possible de trouver un studio à moins de 450 €. Pourtant, le Crous d'Indre-et-Loire n'a que 6000 appartements ou chambres pour environ 72 000 étudiants. C'est une situation qu'on retrouve un petit peu partout en France, comme à Rennes, où des étudiants sont obligés d'habiter dans des campings parce que c'est devenu beaucoup trop cher dans la ville ou aux alentours. Parce que oui, en France, on préfère louer des appartements construits par des ouvriers à des touristes sur Airbnb plutôt qu'à des étudiants. Voilà, c'est ça la France. Si on revient à notre affaire de corruption à Tours, les enfants de l'ancienne directrice ont été sommés de quitter leur logement pour le 6 octobre.
mais on ne sait toujours pas comment ils ont réussi à obtenir ces appartements au regard des revenus de leurs parents, c'est-à-dire qu'on répond aux conséquences de la corruption sans jamais s'interroger à la source de cette corruption-là. Et comme à chaque fois il faut se poser la même question, là on sait pour ce cas précis là de Tours, mais en réalité il y a combien d'autres affaires de ce style-là qui n'ont tout simplement pas été dévoilées et dont on ignore l'existence. Et on poursuit dans la corruption, mais cette fois dans les très hautes sphères de l'État, avec un DLC, une extension de l'affaire Benalla. Alexandre Benalla, tu t'en souviens, c'est l'ancien conseiller très problématique en sécurité du président de la République. Et il aurait servi d'entremetteur entre la France et l'Arabie Saoudite pour la vente de logiciels de surveillance de la population. Et ça, c'est Mediapart, encore une fois Mediapart, qui nous l'apprend. Le logiciel en question, c'est Predator, vendu par l'entreprise française Nexa en collaboration avec l'entreprise Intellexa, détenue par des anciens du Mossad. Ce logiciel ressemble au Pegasus israélien qui a été utilisé contre des journalistes, contre des hommes d'affaires et contre des militants des droits de l'homme. Parce que oui, Israël, ils peuvent surveiller le monde entier, sauf la bande de Gaza. Voilà, ils ont été pris par surprise sur la bande de Gaza. Par contre, ils savent tout sur tout le monde dans tout le reste du monde. Et là où Predator a pu servir à l'Arabie Saoudite, c'est pour surveiller le journaliste Jamel Khashoggi et ses proches avant que celui-ci ne soit assassiné. D'ailleurs, pour ces faits et d'autres faits qui ont été commis en Égypte, le fondateur de Nexa, la boîte donc qui possède ce logiciel, a été poursuivi pour complicité d'actes de cruauté. Mais étrangement, en fait pas si étrangement quand tu connais le fonctionnement de l'État français, l'enquête sur Alexandre Benalla là, elle traîne des pieds énormément parce que les magistrats n'ont plus le droit d'enquêter sur l'Arabie Saoudite, ni sur la possibilité de vente de logiciels par Nexa, ni sur le rôle de Benalla, et ça par ordre du président, car Riyad est devenu l'un des premiers importateurs d'armement français. Parce que oui, la justice c'est bien mignon, mais il ne faut pas entraver le commerce de la mort. On est en train de préparer une vidéo complète sur le sujet qui va être écrite par Emeric, et ça va apparaître dans la semaine sur la chaîne du Canard Réfractaire, donc pense bien aussi à t'abonner pour connaître bien en détail cette histoire. Et niveau corruption, il y a aussi un roi qui s'appelle Nicolas Sarkozy qui, à l'issue d'une semaine d'interrogatoire, a été doublement mis en examen. Alors déjà, il a fait une semaine d'interrogatoire, mais en étant libre, il n'est pas comme nous parce que lui, il est riche et célèbre. Du coup, voilà, il est resté chez lui, ils l'ont juste interrogé de temps en temps. Voilà, il n'a pas été en garde à vue comme nous, évidemment. Ce qu'on reproche à Sarkozy, c'est d'avoir convaincu à gros coups de billets son ancien comparse Ziad Tagheddine à retirer son témoignage à charge contre lui dans le cadre de l'affaire du financement de la campagne avec des fonds libyens. À travers l'opération Sauver Sarko, Tagheddine a reçu plus de 600 000 € par l'entreprise de Mimi Marchand. Les fans de Juan Branco la connaissent, c'est la chef des paparazzi, l'amie du couple présidentiel et surtout le pilier de la communication de l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Bref, la boucle est bouclée, tout le monde se connaît, tout le monde pratique les mêmes magouilles et se transmet le pouvoir, mais aussi les privilèges qui vont avec. Et oui, la dernière news, c'est le Huffington Post qui nous l'apprend. L'Élysée a un budget qui est dans le rouge. Et là, on parle du palais de l'Élysée. En effet, ce budget aurait dérapé, passant de 114 millions à 127 millions, faute à l'inflation, paraît-il. Mais peut-être que ce sont juste les dépenses qui sont un petit peu inutiles. On se souvient par exemple de la vaisselle, renouvelée en 2018 pour 500 000 €, des tapisseries changées par Brigitte Macron elle-même parce qu'elle sentait le tabac à un coût de 1 million d'euros en 2022 et évidemment le grand repas à Versailles avec le roi d'Angleterre. Évidemment, l'Élysée n'a pas transmis les coûts pour éviter les polémiques, mais si on compare à des repas équivalents qui a eu lieu en 2008, eh ben, ça coûterait un peu plus de 1,4 million d'euros. Donc vous ajoutez à ça l'inflation et vous avez quelque chose de totalement indécent par rapport à notre situation où nous, on doit payer, raquer et être dans des galères immenses à cause de nos factures et de la bouffe qu'on doit acheter tous les jours. Conclusion de l'affaire, il y a bien de l'argent magique, il suffit de dire on a dérapé, désolé, et ça fonctionne. Voilà, c'est juste pour nous. Nous, il n'y a plus d'argent du tout. Voilà, c'est étrange, hein? Et pour la première fois, et pour terminer cet épisode et cet nouveau début de semaine, on va juste vous faire un conseil de lecture avec une BD qui s'appelle La légende de Jbaya, qui parle de la révolte tunisienne. Donc je ne vais pas dire le nom des auteurs parce que je vais les charcuter comme d'habitude, mais en tout cas, Déby, journaliste au Canard, vous la recommande. Ça raconte des hausses de prix des céréales en 83 en Tunisie, imposées par le gouvernement
gouvernement sous les directives du FMI. Et ça a donné lieu à des émeutes du pain dans tout le pays. Et l'histoire est racontée du point de vue d'une radio pirate qui émet tout en étant traquée par la police. Bref, on va pas vous divulgacher tout ça, mais ça résonne drôlement bien avec la période actuelle de la hausse des prix, des révoltes, de la répression et de l'organisation clandestine. De quoi nous inspirer pour ce week-end et pour tout ce qui va se passer en France dans ces prochaines semaines. Sur ce, c'est tout pour nous ce soir. On se revoit donc demain. On va vous donner des nouvelles du conflit israélo-palestinien et dans lequel on va aborder aussi d'autres informations un petit peu plus légères. Et aussi merci aussi à tous ceux qui ont partagé la vidéo et qui ont suivi Actu Réfractaire la semaine dernière, car malgré le fait qu'on n'a pas sorti de vidéo vendredi parce que plein de problèmes techniques que je vous passe, et ben on a quand même battu les records d'audience sur une seule semaine. Donc merci à vous, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder régulièrement notre chaîne d'actualité et donc ça fait plaisir. Donc si vous voulez soutenir cette chaîne-là, pensez à commenter, à mettre un j'aime et à partager un maximum autour de vous, comme ça l'algorithme il va kiffer. Sur ce, amis réfractaires, à la prochaine. Quack.